L'agriculture au Maroc repose sur une légende, celle qui consiste à dire que le royaume est un pays à vocation agricole par excellence, formulé autrement, une puissance agricole. Un mythe colporté par un matraquage médiatique savamment orchestré, prenant une agriculture productiviste qui marginalise les cultures pluviales et fait fi des spécificités géographiques d'un pays pourtant essentiellement aride et semi-aride. Au fil des années, la logique libérale et permissive tolérée dans le secteur agricole va de pair avec la diffusion des techniques de forage et le développement rapide de l'usage des eaux souterraines pour l'irrigation. L'accès facile à l'eau, la libéralisation des cultures et la substitution des cultures pluviales par d'autres plus consommatrices en eau a eu pour corollaire direct l'assèchement des nappes, notamment dans Sousse, et la diminution des gisements souterrains du Seis, de Barchid et dans le Haouz, au grand désarroi de la communauté scientifique. Cela fait plus d'une décennie que des esprits alertes comme le professeur Tahar Srairi, l'invité de cette émission, tentent en vain d'amener les décideurs à revenir à la raison et à cesser de magnifier les impacts entre autres du goutte à goutte et du dessalement de l'eau de mer. Les scientifiques indépendants appellent à la valorisation en priorité des eaux renouvelables, à savoir les pluies et les eaux superficielles des barrages, et à instaurer un contrôle strict des eaux souterraines devant représenter un stock stratégique qui ne devrait être mobilisé qu'en extrême urgence. Avec un scientifique, la marge de manœuvre est toujours assez réduite et on ne risque pas de tirer dans tous les sens. Tahar Srairi, bienvenue dans l'angle. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Personne n'ose contester aujourd'hui le constat d'échec et la nécessité impérieuse de donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Nous allons, en votre compagnie, faire une analyse à froid en vue d'apporter une appréciation objective pour s'accorder sur le diagnostic qu'on a déjà entamé avec Adil Skaftairi, avec Jeanne Chiche. Aussi, donc, pour faire avancer la réflexion sur l'eau et sur les politiques agricoles, la politique agricole de manière générale, et parvenir in fine, je l'espère, à une sorte de conscience collective. Les scientifiques le voyaient venir depuis plusieurs années, et on y est. On est à la limite du champ du profit, à la limite des conditions d'accumulation du capital productif agricole. Quelle est votre appréciation de ce qui se passe en ce moment? Oui, je pense que vous avez dressé le bon constat avec des mots parfois un peu forts, mais oui, vous avez totalement raison de le dire. Cela fait maintenant, je me rappelle, une dizaine d'années avec le démarrage du plan Maroc Vert. La communauté scientifique avait déjà pris conscience, disons, des limites environnementales que représentait ce plan dans un pays où les ressources, notamment hydriques, mais il n'y a pas que l'hydrique, il y a le foncier aussi, on n'en parle pas beaucoup. Et puis il y a un autre facteur de production fondamental, c'est le travail. Moi je voudrais dire un mot, parce que nous avons aujourd'hui près de 4 millions de travailleurs dans le secteur agricole, qui ont toujours été considérés comme une masse, comme on disait dans les textes anciens, historiques, taillable et corvéable à merci, c'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et on a vu où tout ça nous a mené. Des rémunérations souvent dérisoires du travail agricole. Je vous en parle parce que je suis membre d'une association internationale qui s'intéresse à cette thématique en particulier. Vous pouvez la citer. Hein. Oui, bon, c'est l'International International Society for Work in Agriculture. Donc il y a aujourd'hui une réflexion mondiale sur la question du travail agricole et ça pose des questions fondamentales. Est-ce que les jeunes dans les pays en développement, surtout dans les pays en développement, mais la question est aussi posée dans les pays développés, riches, est-ce que les jeunes générations vont continuer à accepter à travailler dans ce secteur où, disons, la contrainte de travail est fondamentale? Mais bon, c'est juste pour attirer l'attention aussi sur ce point. Parce que l'agriculture, c'est simple, hein. C'est terre, travail, capital. C'est les trois grandes variables, telles qu'elles ont été énoncées, on va dire, par les chercheurs, les penseurs, notamment européens, quand vous lisez un peu les théoriciens du communisme, etc., ils ont travaillé sur ces questions. Quand vous venez en zone semi-aride, ben oui, il faut ajouter l'eau, bien entendu. Donc voilà un peu le schéma. C'est l'eau qui fait défaut. Bien entendu, mais les penseurs occidentaux n'en ont pas parlé parce que chez eux, l'eau ne manque pas. Alors, on prend un peu d'auteur avant d'ouvrir le
le capot, on va dire. À défaut d'un régime alternatif, le capitalisme agit quand même dans l'indifférence de la communauté scientifique, prenant le parti, excusez-moi du terme, d'emmerder les recommandations écologiques. Et c'est ainsi qu'il manifeste et revendique son existence, j'ai presque envie de dire. Pourquoi dans le secteur agricole, il faut systématiquement orienter les efforts d'investissement et de production vers la satisfaction prioritaire de la demande externe? Oui, donc, tel que vous posez la question, effectivement, on peut en discuter. C'est-à-dire que, au-delà de la demande externe et de l'export, parce que je pense que c'est à ça que vous faites allusion, la première partie de votre question, elle était totalement à sa place. C'est-à-dire, l'agriculture n'est pas une activité économique comme les autres. Elle a ses spécificités et les théoriciens, comme je vous disais tout à l'heure, les théoriciens du développement économique, dès le début, ils ont dit voici un secteur à part, avec des spécificités bien connues, notamment la nature familiale des exploitations agricoles, qu'on ne retrouve pas, par exemple, au niveau de l'industrie. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est effectivement les contraintes écologiques, qui sont manifestes, même si aujourd'hui l'industrie subit aussi, bien sûr, de plein fouet ces contraintes-là. Vous y rajoutez la contrainte aujourd'hui majeure qu'on est obligé d'accepter, qui est le réchauffement climatique, et qui nous mène à la situation actuelle. C'est un réchauffement dont l'ampleur est allée beaucoup plus vite que ce que pensaient les théoriciens, on va dire, les plus avertis. Eux-mêmes aujourd'hui disent « nos modèles sont peut-être dépassés ». Et la situation est encore plus grave que ce qu'on pensait. Et ça pose la question carrément de la vie. Et quand je dis la vie avec V majuscule, je pense d'abord aux organes ou aux organismes qu'on cultive, qu'on élève, c'est-à-dire les plantes comestibles, les animaux domestiques, etc. Et bien entendu, ça impose de rouvrir tous les débats sur les choix qui ont été faits à l'échelle mondiale, et d'ailleurs j'espère c'est ce qui est en cours, et puis bien sûr à notre échelle, à l'échelle nationale. Et là, vous avez raison d'insister, est-ce qu'on a ouvert ces débats? Parce que c'est vrai, quand on voit un peu le discours aujourd'hui en pleine crise hydrique, actuelle. Quand on voit le discours des décideurs qui disent qu'il faut continuer à planter des arbres partout, parce que les céréales ne rapportent pas assez. Alors que quand on plante des arbres, c'est finalement, on va pomper plus d'eau et donc... Effectivement, c'est exactement ça le constat. Planter des arbres, c'est augmenter les besoins hydriques. C'est comme si vous étiez endetté et que vous veniez dire aux membres de votre petite famille, aux enfants, ah, vous savez, pour sortir de la dette, on va avoir une maison un peu plus grande pour faire un peu plus la fête et peut-être ça va nous aider à avoir davantage de revenus. C'est totalement insensé. Il faut fondamentalement arrêter d'augmenter nos besoins hydriques dans un pays où l'offre en eau est déjà limitée structurellement. On l'a oublié. On va y venir. L'agriculture est un moteur clé de l'économie devant l'industrie et le tourisme au Maroc. Je parle sous votre contrôle, 14% du PIB, à peu près, 14-15%. Je ne vais pas revenir sur les chiffres d'emploi parce que c'est volatile, mais près de 75% des populations rurales qui dépendent à peu près de revenus issus d'agriculture, et là je précise, exploitation des terres, élevage, valorisation du produit terroir et j'en passe. Les précipitations sont ce qu'elles sont globalement insuffisantes et irrégulièrement réparties sur l'espace et dans le temps. Je vous repose une question que j'ai déjà posée à M. Zkaf Taheri, que je salue au passage, mais qui m'a laissé un peu sur ma faim. Compte tenu de notre situation géographique, des conditions climatiques et au regard du coût écologique, est-ce qu'il est sage de faire du Maroc un pays à vocation agricole par excellence, tel que préconisé finalement implicitement par le PMV? Oui, vous avez raison, c'est tout le fond de la question, il est là. Est-ce que nous sommes une puissance agricole? Et c'est une image collective, c'est un imaginaire collectif qui s'est bâti au cours du temps. Et moi, ça me fait sourire quand je discute avec des membres de la famille, même mes propres étudiants. Vous savez, on passe des entretiens d'accès aux études en agronomie. Et les étudiants viennent avec des idées préconçues comme quoi le Maroc est une puissance agricole. Ils oublient, ou là on ne leur a pas dit, parce que c'est vrai, là aussi, il y a un tapage médiatique savamment orchestré sur les exportations marocaines de fruits et légumes. J'en conviens.
Mais, oui, exactement. Ça, on pourra en parler. Bien sûr, on va en parler, j'espère. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est l'ampleur des importations. Et là, il y a des écrits scientifiques clairs. Alors, je vais développer cela. Quand on exporte de l'eau sous forme virtuelle, donc de l'eau qui a servi à produire des biens agricoles, les bilans au Maroc sont très clairs. C'est en grande partie, parfois jusqu'à 50% de l'eau qui a servi à produire ces biens, c'est de l'eau souterraine, c'est-à-dire qui a nécessité un pompage. Les exemples y sont clairs. Une fois, je discutais avec un ami et il m'a posé une question un peu pour me titiller. Où est partie l'eau de la nappe du Souss? Je lui ai répondu directement. Bien sûr, elle a été exportée. Quand vous exportez des oranges à partir de la région du Souss où il pleut 100 mm et vous avez des arbres qui demandent 700 à 800 mm par an, ben, le déficit est venu des nappes. Et la nappe, elle s'est asséchée. Les nappes, c'est une sorte de con. Là, maintenant, par exemple, si on a envie de. La nappe, elle est à quel niveau après? Dans le Souss Massa, dans le Souss, il y a eu un rabattement phénoménal. Au début des années 70, l'eau était à 30, 40 mètres de profondeur. Aujourd'hui, il y a des endroits où il n'y a même plus d'eau. On ne parle même plus de niveau de la nappe. Il y a des endroits où il n'y a plus d'eau. Et c'est pour ça qu'on évoque aujourd'hui le dessalement de l'eau de mer. Je vais y revenir. Mais donc, je reviens au début de votre question. Donc, on a bâti un collectif, un imaginaire collectif, comme quoi le Maroc est une puissance agricole. Et on a oublié que, ce qu'on exporte, c'est au prix d'un dumping environnemental réel. C'est-à-dire qu'on demande à des investisseurs de surexploiter, j'ai failli dire saccager, mais c'est peut-être même le mot, une ressource parfois non renouvelable. Ça s'est passé dans le Souss, mais ça se passe aussi dans d'autres coins du pays. Je pense notamment à la pastèque de Zagora. Quand on dit d'ailleurs la pastèque de Zagora, je ne voudrais pas porter préjudice à la région de Zagora. Il n'y a pas que Zagora, on fait de la pastèque qui exporte beaucoup d'eau. Il y a Chichawa, voici. Exactement, c'est une région que je connais bien. Et donc, dès qu'on fait de la pastèque ou des cultures d'été qui valorisent très peu l'eau pluviale, et on va y revenir, pour moi c'est le mot-clé, c'est l'eau pluviale. Mais dès qu'on s'éloigne des schémas classiques de valoriser l'eau pluviale et commencer à porter atteinte à une ressource non renouvelable qui est l'eau souterraine, et parfois on surexploite cette eau souterraine, eh ben on rentre dans des schémas qui posent question sur la durabilité de ces ressources. Alors quand on fait le bilan, le Maroc exporte principalement des fruits et légumes, mais les statistiques on les connaît. C'est des tomates, primeurs, c'est des agrumes, c'est d'autres fruits, c'est les petits fruits rouges, c'est d'autres légumes, tout ce qui est cucurbitacé, pour que les gens comprennent, c'est courgettes, etc. Le plus souvent, ces produits viennent de zones où il y a déjà un manque d'eau structurelle et on a surutilisé l'eau souterraine. Alors moi j'ai beaucoup d'amis agronomes, bien sûr, ils ont été avec moi en classe, aujourd'hui c'est des professionnels. On est parfois peiné d'entendre des gens dire, vous savez, moi je veux juste arriver à la retraite et après advienne que pourra. C'est pas ça l'agriculture. L'agriculture, on ne dit pas j'atteins la retraite et après que les autres récoltent ce que nous on a semé pour eux. L'agriculture, c'est on réfléchit sur le temps très long. Il faut que ça soit durable. Ce n'est pas un vain mot, c'est un mot primordial en agriculture. Alors, quand on voit ce qu'on exporte et ce qu'on importe, il y a des bilans hydriques, il y a des publications scientifiques. Et là, d'ailleurs, il y a un mot-clé qu'il faut utiliser, c'est la science. Qu'on arrête de penser que le chercheur scientifique, c'est quelqu'un qui est sur une tour d'ivoire, qui voit les choses de loin, qui rêve, qui a son discours, on va dire, un peu critique, trop critique. Non, le chercheur, il est au contact des réalités. Les chiffres que moi j'avance, et je peux vous avancer des chiffres, je les ramène du terrain. Et ça me coûte un réel effort, mais aussi c'est un véritable plaisir d'aller au terrain. Parce que c'est là où on rencontre les travailleurs. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance du travail. Et je voudrais ici rendre hommage à nos agriculteurs. Ah, c'est quand même 4 à 5 millions de personnes impliquées au quotidien pour une activité vitale. On a vu durant le confinement, on a quand même trouvé à manger grâce à nos agriculteurs. Et donc, quand on fait le bilan de ce qu'on exporte, ce qu'on importe, ben, en termes d'eau, là, il y a des bilans qui sont clairs, il y a des publications dans des revues prestigieuses. On importe beaucoup plus d'eau que ce qu'on exporte. Et déjà, ça vous montre que nous sommes un pays où il n'y a pas beaucoup d'eau.
Et qu'est-ce qu'on importe? Ben, on importe les biens vivriers de base. On l'a vu maintenant, puisqu'il y a une inflation mondiale suite à la pandémie. Vous avez vu ce que coûte le blé, ce que coûtent les huiles de table, ce que coûte le sucre. Tout ça, personne n'en parle. Dans l'imaginaire collectif, oh, c'est acquis, c'est présent, c'est disponible. Et maintenant que les prix ont augmenté, ben, le consommateur, il souffre. Donc il faut démythifier cet imaginaire collectif. Et il faut revenir à la réalité. Notre environnement est aujourd'hui très fragile et je pense surtout à nos ressources hydriques renouvelables. Qu'est-ce que vous pensez de la logique libérale dans le domaine agricole, justement pour un peu continuer sur cette idée-là? Lorsque dans des territoires arides comme Chichawa que vous venez de citer, on autorise on autorise toujours, enfin on autorise pas cette année en tout cas, mais il y a des contrôles, mais il y a toujours des agriculteurs qui cultivent des pastèques et du melon en ce moment. Est-ce qu'il ne faut pas réserver certaines cultures à des territoires donnés, voire importer cette eau sous forme de fruits d'autres pays et arrêter avec ça parce qu'on n'en a plus les moyens? Ouais, là, on est dans le cœur du débat sur l'eau. L'eau, c'est un bien commun vital. Et bien entendu, la logique ultralibérale, qui consistait à dire tout se vend, tout s'achète, et là où on a un avantage comparatif, il faut y aller. Aujourd'hui, elle montre des limites évidentes à l'échelle mondiale. Tout le monde aujourd'hui convient qu'il faut de la régulation. Et à ce niveau, les pouvoirs publics, avec les politiques passées, à mon avis, sont allés trop loin. Et notamment la question donc du mythe des économies d'eau par, on va dire, les techniques modernes d'irrigation, notamment le goutte à goutte. On a fait penser aux gens en leur donnant des subventions conséquentes, donc c'est de l'argent public. Et parfois, c'est des sommes vraiment importantes à l'hectare. On parle de 20 à 30 000 dirhams. Ça peut aller jusqu'à là, c'est des subventions. On leur a fait penser qu'avec le goutte à goutte, on faisait des économies d'eau. Et là aussi, la science, elle est... catégorique. Exactement, c'est le bon mot. On a des résultats. Le goutte à goutte a généré les effets totalement inverses de ce qui était attendu. C'est-à-dire qu'on est allé vers une extension de la zone, des surfaces irriguées dans les exploitations équipées en goutte à goutte, parce que les gens avaient l'idée de faire des économies, et deux, dans la logique d'irrigation, les agriculteurs qui ont installé les systèmes de goutte à goutte, ben, ils ont eu en tête un seul souci, c'est de sur-irriguer, c'est-à-dire que l'eau ne soit jamais un facteur limitant. Et donc des fois on se retrouve dans des exploitations où on voit des parcelles en goutte à goutte inondées. On est dans l'inverse absolu de la logique du goutte à goutte. Le goutte à goutte, c'est amener les gouttes nécessaires pour les besoins, disons, des plantations ou des cultures qui sont installées en goutte à goutte. Et donc plus de surface, quand on crée plus de surface, bah, il faut forcément pomper plus d'eau. Donc ça, à l'échelle d'une exploitation ou à l'échelle d'une plante, peut-être qu'on a fait de l'économie, c'est l'objectif du goutte à goutte. Mais à l'échelle d'un bassin hydrique, bah, c'est l'épuisement des ressources. On ne peut pas créer de l'eau, raison de plus. Exactement. On ne peut pas créer de l'eau et importer certains produits pondéreux, c'est pas facile parce qu'il y a aussi aujourd'hui toute la discussion sur l'impact carbone. Et oui, tout ça est lié. Et donc au final, il faut qu'il y ait un gros effort de discussion, d'ouverture de débat à tous les échelons, les scientifiques, les citoyens, tout ça doit être discuté. Et il ne faut pas juste attendre une crise, parce que malheureusement, ce que nous vivons aujourd'hui risque de s'amplifier. Le changement climatique ne fait que commencer. Et les scientifiques, ça fait maintenant 10-15 ans qu'ils alertent la communauté internationale. Attention, il y va de la vie sur Terre. Dans une note économique publiée par la Banque africaine de développement, on parle d'une surexploitation de la plupart des grands aquifères au Maroc, du Souss, du Tadla, de Barachid. Et sur la base des prévisions justement du changement climatique, cela pourrait conduire à la fois à une moindre recharge des aquifères. Et donc je cite le rapport, à une utilisation accrue de ces aquifères par les agriculteurs pour compenser la croissance du déficit entre évapotranspiration et pluviométrie.
Et ça, sans évoquer tout ce qui s'opère dans l'informel, bien entendu. Donc, euh, c'est un état de fait, notre agriculture est non durable, finalement. Oui, bien sûr, si on continue sur les logiques actuelles, ah, c'est clair. Ben, on a des exemples, on en connaît plein. Déjà, exporter des cultures fortement aquavores. Je vais vous donner l'exemple qui me fait maintenant le plus mal au cœur. C'est quand on dit nous allons avoir des investisseurs étrangers qui vont venir planter l'avocatier au Maroc. Et là, je voudrais m'étendre un peu sur ce point. Parce que l'avocatier, c'est une culture tropicale. On parle de plus de 1400 mm par an. Or, au Maroc, dans les zones les plus favorables, on est entre 500, 600. Je ne parle pas du Rif et du Pré-Rif où on est peut-être à 1000. C'est très limité. L'essentiel, on va dire, du pays favorable, hein, je parle de l'oued Omar Bey vers le nord, c'est-à-dire de Stade vers le nord, hein, pour que les choses soient claires, et vers l'est, ça va jusqu'à Fès. Donc déjà, ça réduit considérablement, on va dire, la zone réellement favorable à l'agriculture au Maroc. Parce qu'en deçà, vous êtes dans l'aride. Et donc, quand on entend que des investisseurs étrangers vont venir pour planter de l'avocatier, 1400 mm, ben on va répéter exactement ce qui a été fait dans des zones un peu plus arides. Parce qu'on a un arbre qui a des besoins de quantité astronomique d'eau. Il pleut 500 et vous avez un arbre qui a besoin de 1400. Et aujourd'hui, il y a toute une littérature abondante qui dit effectivement l'avocatier c'est intéressant, ça rapporte beaucoup à l'hectare. Parce qu'en fait, au bout du compte, ce qui est en jeu, c'est ça. C'est la marge brute à l'hectare. Combien on dégage. Et c'est vrai qu'une culture pareille peut, dans certaines conditions, si le marché est favorable, laisser des marges qui n'ont rien à voir avec les cultures, on va dire, totalement pluviales. Mais à quel prix? 1400 mm, il pleut 400, vous avez besoin de 2,5 fois l'eau qui est venue par la pluie, vous allez pomper. Et donc, dans ces régions-là, il n'y aura plus d'eau souterraine, bien entendu. Je fais allusion à l'eau souterraine. Et donc, oui, justement, par rapport à... Tout à l'heure, vous parliez de l'imaginaire collectif. Dans l'imaginaire collectif marocain, lorsqu'il pleut, lorsque l'Amzine, tout va bien et peut-être qu'il ne faut pas cesser de marteler que ce n'est pas l'eau pluviale qui remplit les nappes. Enfin, en partie. Une nappe, ça se constitue sur combien d'années à peu près? Oh, c'est une question compliquée que vous me posez là, parce que d'abord, il y a différents types de nappes. Moi, je vais vous dire une chose, hein, ce n'est pas ma spécialité première, mais vous avez parfois de l'eau fossile, c'est-à-dire qu'il a fallu plusieurs centaines de milliers d'années, peut-être même des millions d'années. Et celle-là, dans certains pays, elle a été utilisée pour l'agriculture. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire de l'eau fossile, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez consommée, c'est comme une mine, c'est une exploitation minière de l'eau. Vous avez des nappes où il y a de la recharge. Là, les rythmes de recharge, c'est eux qui conditionnent les rythmes d'exploitation. Mais bien sûr, une partie de la recharge des nappes vient de l'eau de pluie, bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. Il y a de l'eau de pluie aussi qui est perdue. Ça, c'est un autre problème. Dans nos politiques vis-à-vis de l'eau, il y a toutes les solutions du captage de l'eau pluviale en année très favorable qu'il faut impérativement envisager. Et ça demande toute une réflexion, des ouvrages, des investissements, mais on a encore... Par exemple, il faut tout ce qui est gestion des bassins versants en amont, donc le rôle fondamental de la forêt. Et là aussi, on a des problèmes importants avec les forêts. Une trop forte charge humaine, anthropique, une charge de l'élevage, on perd des hectares de forêt. Et l'arbre, c'est la vie. Ça fixe l'eau aussi, un arbre. Dans quel sens ça fixe l'eau là? Ben, par le système racinaire. Ça empêche le ruissellement, ça laisse de l'eau dans les sols. Quel est le statut juridique de l'eau au Maroc, si vous pouvez nous en parler? Bien sûr qu'il y a des textes qui définissent les usages de l'eau. Il y a l'eau en tant que ressource, c'est un peu comme le domaine forestier. Je veux dire, à la base, c'est public. Ça appartient à l'État. C'est pour ça que si vous voulez creuser un puits, il vous faut une autorisation. C'est clair. Mais après, il y a l'orf, il y a les usages locaux, les droits coutumiers, comment l'eau est répartie. Et puis on a quand même, dans des zones où il y a de l'irrigation qui remonte bien avant même, on va dire, l'ère Jésus-Christ. Je veux dire, on fait de l'irrigation dans les montagnes à partir de sources depuis maintenant des millénaires. Et donc dans ces endroits-là, bien sûr, il y a des droits coutumiers
de répartition de l'eau à partir des sources, avant même qu'il y ait, on va dire, l'État marocain. L'irrigation à partir d'eau souterraine est souvent effectuée pour une agriculture intensive, donc comme on vient de le préciser là depuis le début, euh, exigeant en intrants et conduisant parfois à des risques de pollution des nappes par les engrais azotés. C'est le cas parfois dans des régions au Maroc. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce qu'on peut quantifier ce risque-là justement de contamination des nappes aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question, parce qu'en fait, étant donné, disons, la préoccupation actuelle sur les rythmes de rabattement des nappes, on ne parle pas beaucoup de la qualité de l'eau. On parle surtout en quantité. Mais vous avez raison, il est manifeste que l'intensification de... Je sais qu'on n'a pas trop le droit de poser cette question au Maroc, mais Non, non, il y a des vous avez raison. universitaires. Non, non, il y a des universitaires qui font des travaux. On a des publications dans des facultés des sciences, notamment sur les charges en nitrate, en phosphate, et même en certains pesticides. Et là, je pense que c'est quelque chose effectivement d'un peu tabou, mais il est évident que l'intensification agricole et l'expansion des cultures, on va dire, à haute valeur ajoutée, je pense notamment à l'arboriculture dont on a parlé tout à l'heure, bien sûr que ça s'accompagne de résidus qui vont filtrer vers les nappes, c'est clair. lors à l'issue d'un échange avec, j'ai appris qu'il y avait 30 agents faisant partie de la police de l'eau. Donc ça fait un agent pour 24 000 kilomètres carrés, il me semble, si mes chiffres sont... Quel est le poids réel de la police de l'eau sur le volet contrôle? Ah, mais toucher du doigt un des problèmes, une des contraintes pour essayer de réguler. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot-clé, c'est régulation. Dans une situation d'urgence, surtout une année pareille. Parce qu'il faut bien comprendre que l'assèchement des nappes a pour corollaire immédiat la mise en péril du service de l'eau dans les villes. Pour moi, c'est aujourd'hui l'étape ultime de la crise. C'est qu'on vous dise... C'est-à-dire l'assèchement des nappes? L'assèchement des nappes Ouais. a pour répercussion directe la mise en péril du service de l'eau dans les villes. Donc l'eau potable. L'eau domestique, pour que les choses soient claires, l'eau qui nous arrive en ville. Parce que ce n'est pas forcément de l'eau potable. Je vais m'expliquer. Quand vous dessalez de l'eau de mer, c'est une des solutions aujourd'hui privilégiées, on le voit, dans le sud du pays en tous les cas. Là, je vous ai dit tout à l'heure, on a un climat quasi désertique. Quand il pleut structurellement moins de 100 mm par an, on est arrivé au dessalement de l'eau de mer. Et ici, une précision. Le coût de ce dessalement. Le coût marchand, c'est-à-dire le coût payé immédiatement parce qu'il y a une technologie à mettre en œuvre, exactement. On est à plus de 6 dirhams le mètre cube. Et il faut qu'on en parle. Oui, bien sûr. Parce que... C'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Non, et surtout... Contre 50 centimes pour je pense, votre contrôle. Oui, oui, mais justement, je vais y arriver. Et c'est des choses qui doivent être précisées à l'opinion publique. Feu Paul Pascon, qui est un des sociologues les plus connus de ce pays et pour lequel l'Institut où je travaille a une dette énorme, parce que c'est lui qui a mis en place des stages de formation de nos étudiants, c'est lui qui avait eu une vision un peu, on va dire, avant-gardiste sur les problèmes du monde rural. Mais c'était il y a de ça 40 ans. On était à la fin des années 70, début des années 80. Et puis il est parti, que Dieu ait son âme. Mais Feu Paul Pascon avait écrit un article que moi je recommande à tout citoyen qui s'intéresse à l'eau de lire, de l'eau du ciel à l'eau de l'État, psychosociologie de l'irrigation au Maroc. C'est disponible sur Internet, c'est un très bel article et il avait une très belle plume. Paul Pascon parlait de l'eau du ciel, C majuscule, la manne céleste, la pluie. Et c'est celle qu'on a eue tout le temps dans ce pays, parce que l'essentiel de l'agriculture au Maroc, jusqu'au début du XXe siècle, c'était l'eau pluviale. Le bord, comme on dit en arabe. La puissance coloniale est arrivée et elle a vu qu'il y avait des opportunités d'augmenter les productions qui pourraient servir à la métropole. Et donc là a démarré le programme de la grande hydraulique, les barrages.
Et il y a une zone dans le monde dont les caractéristiques climatiques, et je dirais même géographiques, sont très proches du Maroc, c'est la Californie. Vous allez me dire, la Californie, c'est la high-tech. Oui, c'est vrai. Mais d'un point de vue climatique et d'un point de vue géographique, il y a des montagnes en amont, ils ont mis en place des barrages, ils ont commencé à irriguer en aval avec des cultures connues. La Californie, c'est un des premiers producteurs mondiaux d'amandes, culture à très haute valeur ajoutée. C'est devenu une puissance laitière, très grande ferme laitière. C'est une puissance de production de fruits rouges, les fraises, les myrtilles, les framboises, etc. Entre autres. Et donc on a démarré les barrages, à l'instar de ce qui se faisait en Californie. Sauf qu'ici, c'était pour les besoins donc, de la métropole. On a mis en place le sucre, on a mis en place les cultures fourragères pour le bétail, et puis bien sûr des cultures à haute valeur ajoutée pour les colons à l'époque, qui avaient pris des terres dans ces endroits-là, les agrumes, entre autres. Mais n'oublions pas, le temps a passé, la démographie a joué. Et puis surtout, aujourd'hui, le réchauffement climatique. La Californie, si vous suivez les informations, elle fait régulièrement la une des journaux. Il y a des incendies, des méga incendies, à cause du manque d'eau. Mais la différence avec le Maroc, c'est qu'en Californie, l'agriculture ne pèse pas beaucoup. Et ils ont d'autres, j'ai parlé de la high-tech tout à l'heure, Silicon Valley, etc. Chez nous, notre drame aujourd'hui, c'est l'extrême vulnérabilité par rapport à ce changement climatique. Et le fait qu'on a encore 4 à 5 millions de personnes directement employées dans le secteur agricole. Mais toute la confiance du pays tourne autour de la pluie. Récemment, je voyais à la télé un documentaire sur le commerce à Casablanca et les commerçants disaient le manque d'eau, le manque de pluie impacte notre activité. Donc, pour revenir à votre question, il faut aujourd'hui se convaincre que le manque d'eau va aller en augmentant. Et il faut s'adapter. Et il faut de la régulation. Il va falloir apprendre à gérer l'eau Rareté. pluviale. Et la rareté. Et alors là, je parlais tout à l'heure de passage à l'irrigation, donc vous avez eu raison, c'est à peu près 0,5 dirhams le mètre cube. Oui. L'eau des barrages. L'eau des barrages. Il y a aussi le coût, justement. Alors, attendez, l'eau des barrages, c'est un prix qui est fixé dans le bulletin officiel du Royaume du Maroc, depuis les années 60, avec justement l'extension, on va dire, de la surface irriguée et le Code national des investissements agricoles de 1969, donc il avait un peu... C'est toujours le même prix, presque 50 ans plus tard. Donc là aussi, il y a une question à se poser. Est-ce qu'on peut continuer avec ce prix-là? Est-ce qu'un prix qui n'a pas été actualisé, est-ce qu'il ne pénalise peut-être pas l'efficience de valorisation de l'eau? Mais à partir des années 80... Mais là, vous touchez à une question de compétitivité aussi, pour tout ce qui est industrie, etc. Oui, tout à fait. Mais laissez-moi finir. Donc on est un peu dans une sorte de rétrospective historique. Au pluvial, on est passé au barrage, à grande hydraulique, les investissements de l'État, l'eau est devenue payante. Pour les agriculteurs qui étaient, on va dire, localisés dans des endroits où l'infrastructure de la grande hydraulique permettait d'arroser leurs terres. Mais ce qui s'est passé avec les années 80, première grosse sécheresse, l'augmentation des besoins, parce que le Maroc, j'ai dit, la démographie, elle a joué, ben, il s'est avéré que même l'eau des barrages n'était plus suffisante pour le besoin de l'eau proche des barrages, c'est-à-dire des zones irriguées par l'eau des barrages. C'est là où a démarré l'irrigation privée, parce qu'on n'en parle pas dans son article, parce qu'il était déjà parti. Mais on a commencé à creuser des puits, une extension à très large échelle du nombre de puits, même dans les zones irriguées. Vous allez dans le Cedla, qui est une zone que je connais bien, aujourd'hui on est à plus de 10 000 puits, qui ont entre autres bénéficié des avancées technologiques, des forages qui viennent de l'industrie pétrolière. Ceux qui connaissent un peu ce secteur savent qu'à un moment, nous avons eu des gens qui sont venus du Moyen-Orient avec l'appareillage de l'industrie pétrolière pour les forages de puits au Maroc. Et le prix a baissé. Donc ça aussi, ça a été un facteur qui a favorisé, on va dire, l'adoption disons, des creusages de puits. Et après, c'est devenu des forages à des profondeurs qui vont parfois jusqu'à 200, 300 mètres. Sauf que, bien sûr, le coût de l'eau, lui aussi, il a augmenté, parce que vous avez l'investissement dans
l'infrastructure, et plus les coûts de pompage. L'eau du barrage, c'est gratuit. C'est par gravité, elle descend d'une montagne. Là, par contre, vous avez des coûts énergétiques pour pomper l'eau. Et donc, on passe de 0, c'est l'eau du ciel, 0,5, on a dit, c'est l'eau du barrage, on passe à 2, parfois 3 dirhams le mètre cube pour l'eau souterraine. Et donc, ça veut dire qu'aussi, la nature des cultures qui vont mettre en valeur cette eau n'est peut-être plus la même. Et c'est là on est passé aux arbres fruitiers, etc. Et puis, on en arrive au dessalement de l'eau de mer. Alors, le dessalement de l'eau de mer, j'ai dit, c'est 6 dirhams minimum le mètre cube. Peut-être même plus, parce qu'on n'a pas les coûts exacts, l'amortissement de l'investissement. Et puis, il y a un mot à dire aussi sur la dépendance à une technologie qu'on ne maîtrise pas à 100%, qui est étrangère. Des machines, des pièces, etc. importées. Donc, ça fait augmenter les coûts. Alors, dans les pays de la région MENA, Maghreb, Moyen-Orient, l'eau dessalée, c'est surtout pour le service domestique. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, vous voulez prendre une douche, vous voulez laver de la vaisselle, vous voulez laver votre linge, il n'y a pas de problème. En revanche, si c'est pour irriguer à 6 dirhams le mètre cube, là, ça restreint énormément le champ des cultures qui pourront valoriser cette eau. Et donc, c'est pour ça, dans l'imaginaire collectif, parfois on nous dit oui, il y a le manque d'eau et puis il y a le dessalement, comme si on avait créé la solution. Ce n'est pas du tout une solution. Il y a le coût écologique parce qu'il y a le sel, il y a des montagnes de sel qu'on doit rebalancer en mer et ça fait augmenter la salinité de l'eau et donc c'est tous les produits de mer. Si je devais utiliser un terme d'halieutice, finalement c'est toujours les petites mains, c'est la pêche artisanale qui en pâtit. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la gestion, on va dire, des externalités négatives du dessalement de l'eau de mer, mais il est évident que, bien sûr, il faudra gérer des montagnes de sel. Après, technologiquement, comment ça se passe, ça, je ne suis pas un spécialiste, je laisse le soin à un spécialiste pour en parler, mais moi, je reste juste sur la logique de mise en valeur de l'eau, de valorisation de l'eau. Le dessalement de l'eau de mer, ce n'est pas, à mon avis, pour l'instant, une solution pour la production agricole. Peut-être pour le service de l'eau dans les villes, ça peut marcher. Mais venir dire aux gens, on va irriguer des milliers d'hectares avec de l'eau dessalée, ça restreint énormément le champ des cultures qui peuvent mettre en valeur de manière rentable une eau aussi chère. Je vais opérer un virage à 180 degrés, peut-être pas à 180, à 90 degrés. Dans un article publié dans la revue marocaine des sciences politiques et sociales, voici comment l'économiste Najib Arsbi, qui est l'un de vos confrères, décrit le modèle de développement de notre pays. Alors, si vous me donnez juste une petite seconde, je vais sortir le... Alors, l'échec, donc je cite professeur Arsbi, l'échec du modèle de développement est d'abord celui du système politique qu'il a de bout en bout porté. Et il est celui d'un système de gouvernance qui en a arbitrairement arrêté les choix fondamentaux, on a défini et mis en œuvre les politiques publiques qui l'ont accompagné et en dépit des déboires et des échecs répétés, n'a guère tiré les conséquences de l'expérience pourtant plus que probantes. Certes, le système en question qui s'incarne dans l'État mkhazen, ce qu'il appelle l'État mkhazen, repose sur des alliances de classe et défend des intérêts qui le sont tout autant. Il n'a donc réussi ni à améliorer les conditions de vie des Marocains, ni à réduire les inégalités dont ils sont victimes. Il a par contre pleinement réussi à amplifier la prospérité d'une minorité de privilégiés qui le sert parce qu'elle se sert. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer d'un système, pour reprendre les propos du professeur Arsbi, qui repose sur une alliance de classe et qui n'a pas réussi à éradiquer les inégalités. Là, on sort des sciences agronomiques. Un virage à 180 degrés. On sort des sciences agronomiques pour parler d'affaires citoyennes, c'est important, bien sûr. Pour rester dans le domaine de l'agriculture, ça nous ramène à la thèse de Rémi Levaux. Déjà, si vous lisez un peu l'historique de ce pays, Rémi Levaux parlait du Fellah défenseur du trône. C'était un peu sa thèse en 1963. Bon, le Maroc, entre-temps, a quand même beaucoup changé. 60 ans plus tard, près de 60 ans plus tard, ce n'est plus le même Maroc. On a une jeunesse, on a aujourd'hui, les chiffres le montrent clairement. Le Maroc est devenu un pays plus urbain que rural, même si beaucoup de Marocains ont encore des attaches rurales très fortes.
Il suffit de voir ce qui se passe quand on a tous, disons, ces mouvements de personnes qui reviennent à leur berceau, à leur terre d'origine. Donc, je pense, s'il faut faire un lien entre l'eau et... Parce que c'est une des ressources sur laquelle se base le pouvoir, c'est clair. L'eau est un enjeu fondamental de pouvoir. Il y a, bien entendu, encore des marges énormes de régulation et d'équité. Vous avez tout à l'heure cité le nom d'une zone que je connais bien, Chichawa. J'y ai travaillé, j'ai encadré des étudiants. C'est frappant de voir, dans un même endroit, c'est le même territoire, voilà le mot qu'on utilise aujourd'hui, des gens qui ont accès à de l'eau souterraine de plus en plus profonde, 100, 200 mètres de profondeur. Et dans le même village, le voisin d'à côté, qui n'a pas les moyens d'accéder à cette eau, ça c'est vert, ça c'est totalement mort. Et donc, et ces logiques-là, elles sont en train de se reproduire même dans les zones les plus favorables du pays. Je vous donne une zone que je connais bien aussi, Seis. Vous avez les gens capables de prospérer, parce qu'ils continuent à forer. Vous avez les gens qui survivent à côté d'eux, et donc souvent ils vont devenir ouvriers chez ceux qui prospèrent. Et puis vous avez les gens carrément qui quittent, parce qu'ils ne peuvent ni s'employer chez ceux qui ont accès à l'eau, et où est-ce qu'ils vont? Ben, c'est l'exode rural. Et là, il y a quand même un mot à dire important. Par une année comme celle que nous sommes en train de vivre, il y a des risques importants. D'exode rural amplifié, de troubles, parce qu'il y a des gens qui vont perdre tous leurs moyens. Et je pense que toute l'intelligence politique, s'il faut employer ce mot, c'est de trouver des solutions, pas que dans l'urgence, sur le long terme. Et c'est pour ça que ça nous ramène un peu au début de cet entretien. Il faut arrêter de savamment dire aux Marocains à la télé que l'agriculture, c'est la locomotive du développement. C'est pas vrai, ça ne peut pas l'être. Ça ne peut pas l'être. Est-ce qu'on doit tirer un trait sur la croissance? Est-ce qu'on met le paquet sur le développement durable? Et auquel cas, on fait quoi? Oui, bon, c'est une question existentielle. Je veux dire, moi, si j'étais aux affaires, la première des priorités, c'est l'éducation. Puisqu'on a des ressources limitées, puisque pour l'instant, il n'y a pas encore d'énergie fossile, disons, facile à exploiter. Et il nous reste une seule ressource, c'est notre jeunesse, c'est le capital humain. Il reste tout à faire là-dessus, y compris d'ailleurs dans l'agriculture. Vous savez, on ne le dit pas assez, mais c'est quand même malheureux. Même en bonne année, quand il pleut beaucoup, on a des écarts énormes entre la productivité réelle de toutes nos cultures et la productivité potentielle. Donc ça nous ramène, si on veut revenir à l'eau, la valorisation de l'eau, elle est encore loin d'être parfaite. Même dans les fermes dites avancées, ce qu'on appelle le pilier 1, etc., il ne faut pas s'imaginer que partout c'est la haute performance. Loin de là. Je vous ai dit, il y a des gaspillages d'eau. Il y a parfois des rendements très limités. Parce qu'on est dans des logiques de rente, souvent, dans beaucoup de grandes exploitations. Mais il y a toujours cette histoire, ce prestige de c'est la grande exploitation d'un grand notable local, et donc ça ne peut que bien marcher. Mais c'est pas vrai. Quand on rentre dans, on va dire, les arcanes du fonctionnement de ces grandes exploitations, parfois ça ne marche pas bien du tout. Sur le court terme, avec une année aussi mauvaise, avec des précipitations aussi réduites, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour sauver la campagne agricole? Oui, bon, ça c'est une question qui revient en boucle maintenant dans tous les médias. C'est vrai qu'on est face à une année très difficile. La difficulté, elle n'est pas que locale. Il y a le manque d'eau, il y a le manque de pluie, réparti sur tout le territoire. Mais il y a aussi l'explosion des prix à l'importation. Ça fait un peu la boucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure au début. La facilité, c'était d'importer des biens vivriers. Aujourd'hui, ce n'est plus facile. Ça coûte cher. Et parfois, il y a même le risque de ne pas trouver sur le marché mondial ces biens-là, parce que la demande a explosé à l'échelle mondiale.
Donc les pouvoirs publics seront appelés à gérer une équation complexe. Mais bon, il y va de la survie du pays et de la paix sociale. Ce qu'on peut faire, un, sauvegarder le capital existant, les arbres et le cheptel. Et un mot sur le cheptel, parce que c'est ma spécialité première, l'élevage. Tous les Marocains qui sont dans le secteur agricole font en parallèle une activité d'élevage. C'est dans la logique des choses, c'est ce qu'on appelle l'économie biocirculaire. C'est primordial, l'élevage profite des cultures et les cultures profitent de l'élevage. Si on sacrifie l'élevage, c'est un sérieux coup à nos agriculteurs. Donc il faut essayer de sauver l'élevage. Je l'ai dit sur un autre média, une des choses à faire à l'avenir, c'est de prévoir une infrastructure de stockage des excédents de viande des bonnes années. Donc il faut l'infrastructure de réfrigération pour ne pas brader le cheptel. Parce que là, malheureusement, on est en train de brader le cheptel. Je voyais hier des vidéos, ça fait mal au cœur de voir un éleveur vendre sa bête 3-4 fois moins cher que sa véritable valeur. Il y a ça. Il y a... Sur les intrants, qu'est-ce qu'on peut faire sur les intrants? Pas grand-chose, malheureusement, parce que j'ai dit ça coûte cher. Bon, l'État, il va mettre en œuvre les solutions classiques d'importer de l'orge pas cher, d'essayer de vacciner davantage pour renforcer l'immunité du troupeau. Tout ça, on l'a fait, on a appris à le faire depuis maintenant 40 ans. Les années 80, il y avait eu une très grosse sécheresse. Je pense que ça se fait un peu mieux. Reste à garantir la bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait l'équité d'accès à ces aides. Et c'est très important, parce qu'il y va de la paix sociale dans le monde rural. Mais ce qu'il faut aussi faire, c'est de créer des emplois non agricoles dans le monde rural. Tout ce qui est réhabilitation des routes, tout ce qui est réhabilitation des systèmes d'adduction de l'eau, les séguias, etc. Là, on peut employer, c'est à l'État d'assumer ses responsabilités pour créer des revenus. Parce qu'il faut le dire, hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 5 millions de personnes actives, entre 4 et 5 millions. Il faut leur créer des revenus. Ces gens-là, ils ont les mêmes besoins que vous et moi. Ils ont besoin à la fin de la journée de manger. Et là, ils sont dans une perspective, il n'y a pas de revenus sur au moins presque une année. Hein. Les choses ne redémarreront que si on a des pluies en automne. Donc ça, c'est pour le monde agricole. Pour le pays de manière générale, je vous l'ai dit tout à l'heure, la catastrophe serait d'avoir des disruptions lourdes dans le service de l'eau dans les villes. Et donc là aussi, c'est à l'État, et même dans les campagnes d'ailleurs. La distribution d'eau à partir de citernes, c'est des choses qui doivent être envisagées dans les plus brefs délais. Parce que je vous l'ai dit, c'est une denrée vitale. On ne joue pas avec ça. Et sur le moyen et long terme, la crise actuelle, il faut qu'elle soit prise à sa juste valeur. C'est aux décideurs de revoir de fond en comble la politique agricole et de ne laisser se développer que les activités qui valorisent de l'eau renouvelable, c'est-à-dire la pluie et éventuellement les rythmes de recharge des nappes. Ça nous renvoie aussi à la police de l'eau. Vous m'aviez posé une question tout à l'heure. Maintenant, tous ces mécanismes doivent être mis, disons, en œuvre. Il faut qu'on ait les moyens de contrôler les prélèvements d'eau, notamment dans les grandes exploitations. Et il faut s'assurer que ceux qui prélèvent l'eau payent l'eau, y compris l'eau des barrages, parce qu'aujourd'hui, on a aussi ce problème. C'est une des questions que vous m'aviez posées. Est-ce que les grandes exploitations, est-ce que ceux qui servent les intérêts supérieurs, est-ce qu'ils s'acquittent au moins du paiement du service de l'eau? Et on le sait très bien, dans beaucoup de régions, l'eau n'est même pas payée avec le prix dérisoire dont on a parlé tout à l'heure. Dernière question. L'État a mis en place il y a quelques années, je pense qu'en 2018, les contrats de nappe, ou plutôt en tout cas ça a été annoncé, des périmètres de sauvegarde. Ces contrats de nappe, concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est une approche participative où on amène les usagers à s'asseoir autour d'une table. Et parce qu'il y a cette contrainte majeure de la raréfaction, pour ne pas dire du risque de disparition de certaines nappes, ben on les amène à s'asseoir et à discuter combien on peut prévoir de prélèvements par hectare, par usager, et à respecter. C'est un peu comme lorsque les grands pays
producteurs de pétrole s'asseyent et disent voici la demande mondiale, voici ce qu'on peut produire, si on veut garder un tel prix, voici combien chacun doit produire. Là, c'est plutôt combien chacun peut pomper par hectare. Bien sûr, ça demande la participation, l'État ayant un rôle de régulation. Pour l'instant, je vous dis, c'est un processus compliqué qui demande à ce que chacun assume ses responsabilités et qui demande toujours une régulation de l'État. Parce que si quelqu'un ne respecte pas ses engagements, ben, il doit s'engager à payer. Pour l'instant, malheureusement, on est encore très loin de tout ça. Ce ne sont que des choses en discussion. Il y a une zone où le contrat de nappe est en train d'être amené, disons, à terme, c'est la région de Barchid. Ça ne m'étonne pas, parce qu'on est à côté de Casablanca. Et le risque d'arrêt de distribution d'eau domestique à Casablanca. Donc il y a eu des discussions, sachant qu'il y a des villages dans la région de Barchid, Chaouia, où l'eau potable n'est plus accessible. Parce que certains font certaines cultures maraîchères qui demandent beaucoup d'eau. Je pense notamment à la carotte. Voilà un peu pour vous mettre dans le parfum de ce qui se passe au niveau de la nappe de Barchid. Très bien. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Merci beaucoup, professeur. À bientôt. Et je vous dis à très bientôt.